Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Caroline Roux. Franchement, sincèrement, est-ce qu'on pouvait éviter ça? Est-ce qu'on pouvait éviter la pagaille pour 12 cm de neige? Vous savez, on a des épisodes neigeux exceptionnels. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Le dernier qui avait à peu près cette ampleur remonte à 2013. Et donc, le gouvernement qui vous explique qu'on empêchera la neige de tomber, que ce soit par 10, par 15 ou par 20 cm, ce gouvernement-là vous ment. Le rôle de l'État, c'est de mettre en place les moyens de pouvoir à la fois saler, de pouvoir déneiger, de pouvoir prévenir aussi des situations de risque. Et j'appelle, moi, à nouveau à la prudence aujourd'hui, puisqu'on a connu la neige. C'était lundi et mardi avec des épisodes neigeux très importants. Et hier, aujourd'hui, c'est le verglas. Donc, à nouveau, beaucoup de prudence. Ça veut dire quoi quand on passe un message comme celui-ci? J'appelle à beaucoup de prudence. Qu'est-ce que doivent comprendre les gens qui vous regardent ce matin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne prends pas ma voiture? Ça veut dire je ne prends pas le train? Ça veut dire quoi? Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Les trains roulent. Il faut arrêter de raconter des sottises. Les trains roulent, les voies sont dégagées. On a deux Transiliens sur 3 qui fonctionnent. On l'a vu dans un petit reportage qui a été montré précédemment. La SNCF travaille, donc je ne laisserai pas dire que les agents de l'État ne sont pas là nuit et jour depuis 72 heures pour permettre à nos concitoyens de rouler. Et qu'il y a des axes plus difficiles que d'autres. La N118 à Paris, elle est fermée jusqu'à la mi-journée au moins. Pourquoi? Parce qu'on a eu des personnes qui sont restées bloquées. Parce que quand vous salez une route, Caroline Roux, jusqu'à 4 ou 5 cm, ça fonctionne de neige. Quand vous êtes à 15 ou 20 cm, le sel n'opère plus. Et donc, quand vous avez des véhicules bloqués sur la voirie, il est difficile de faire passer les engins pour déneiger. Donc, ce que je retiens ce matin, c'est que vous nous expliquez, en fait, on ne pouvait pas mieux faire. Il n'y a pas de retour d'expérience après une nuit et une journée comme celle-ci en se disant... Évidemment qu'il y a des retours d'expérience et évidemment qu'on va essayer de faire encore mieux la prochaine fois. Quoi, par exemple ? Mais ce que je suis en train de dire aussi, c'est qu'il ne faut pas raconter aux Français n'importe quoi. Quand on a des épisodes neigeux exceptionnels, on adapte à des moyens exceptionnels. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux, Benjamin Griveaux? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? L'information. On peut sans doute encore mieux informer que ça n'a été le cas. Et je vais vous dire une chose, les applications numériques peuvent nous y permettre avec en temps réel la tenue à la fois des réseaux de voirie départementale, les préfectures le font, mais également la SNCF, la RATP. J'entendais hier Valérie Pécresse qui pestait, elle est la présidente du STIF, c'est le syndicat des transports d'Île-de-France. Je suis certain que le STIF sera parmi les premiers à encourager les opérateurs de réseaux, notamment ferroviaires, permettre une meilleure information. J'ai l'impression que ça vous agace. Ça vous agace quand une partie de l'opposition dit qu'il y a une forme d'amateurisme du gouvernement sur la gestion de cette crise. Ça vous agace quand on est en colère contre l'État, quand on a passé une nuit dans sa voiture? Non. Je respecte parfaitement cela et je vais vous dire, je me réjouis qu'on ait pu cette nuit ouvrir 46 centres qui ont accueilli beaucoup de Français. Je me réjouis aussi de la solidarité des Français les uns envers les autres parce qu'il y a de belles histoires qui se sont construites dans ces moments-là et c'est toujours le cas. Et je vais vous dire que l'opposition nous explique qu'elle saura maîtriser les épisodes neigeux et climatiques. Bien, je m'en réjouis. Je ne suis pas certain que les Français leur accordent beaucoup de crédit. On peut se dire que vendredi, ça va bien se passer parce qu'il y a de la neige de nouveau? On peut se dire que vendredi, on aura à la fois des moyens de l'État mobilisés et qui seront mobilisés tant que des épisodes neigeux sont prévisible et on est au mois de février en France, il est possible qu'il continue de neiger un peu. Benjamin Griveaux, le président de la République, a terminé son déplacement en Corse. Les Corses parlent d'un discours de vengeance. Jean-Guy Talamoni parle d'humiliation ce matin. Gilles Simeoni explique qu'il y a une majorité de Corses qui s'est sentie méprisée. Il a été très vexé, blessé parce qu'il a été fouillé, tout comme d'autres élus corses. Ce déplacement aura servi à quoi en réalité? Je vous fais une confidence. Hier soir, je me rendais à une conférence au Sénat. J'y suis allé à pied et sans véhicule. Je suis beaucoup moins connu que Gilles Simeoni, mais on m'a également fouillé. Donc vous voyez, ce n'est pas d'humiliation de quiconque. Ça arrive à tout le monde. C'est juste la règle quand on rentre dans des bâtiments publics et quand il y a en plus la présence du président de la République. Le président de la République, il a fixé un cadre clair. Il n'a pas fait de surenchère, il n'a pas fait de mépris, mais il a dit les choses. Et son rôle, c'est de fixer le cap. Et le cap, c'est de faire réussir la Corse dans la République. C'est aussi simple que cela. Et c'est le cap qui a été fixé. Le dialogue s'est engagé avec l'État, avec le Premier ministre dès le début du mois de janvier, puisque les 2 représentants de la collectivité territoriale unique de Corse ont été reçus à Matignon. Et le dialogue, il va se poursuivre jusqu'au printemps. Mais on a l'impression que le climat est plus tendu après son déplacement qu'avant son déplacement. Il y a une forme de déception de la part des nationalistes qui avait été portée par les urnes avec un scrutin démocratique. Oui. Les Corses se sont prononcés et après l'arrivée du président de la République, on les sent plus agacés. Écoutez, en tout cas, on sent M. Talamoni, M. Simeoni. Oui. Je ne parle pas au nom des Corses, au nom des habitants de l'île. Ce dont je suis certain, c'est qu'il s'est tenu une élection locale au mois de décembre et que les enjeux d'un territoire, c'est les transports, c'est l'accès aux soins,
c'est la question de la gestion des personnes âgées. Vous avez en Corse 2 fois moins de maisons de retraite que sur le continent. C'est la question du très haut débit et par exemple de la connexion et de la qualité de la connexion Internet. Ce sera en 2020 du très haut débit partout en Corse. C'est cela le quotidien des Corses. Et qu'au fond, si on veut faire réussir la Corse dans la République, il y a les questions institutionnelles, très bien. On a changé 4 fois de statut depuis 1982. Est-ce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, on offre à la jeunesse de Corse des perspectives en termes d'emploi, de développement, de qualité de vie? Je ne suis pas certain. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et là-dessus, toutes les options sont ouvertes. Le président de la République l'a rappelé. Et inscrire la Corse dans la Constitution, c'est indispensable pour calmer le jeu? Mais ce n'est pas une question de calmer le jeu. Il y avait différentes revendications qui étaient faites et qui étaient portées par Jean-Guy Talamoni et par Gilles Simeoni sur la question du statut de résident, sur la question de la co-officialité de la langue corse. Et ça, il n'y avait pas d'ouverture. Et le président de la République hier a été très clair. Et la question de l'inscription de la Constitution dans la Corse, la question de l'article 72, la question de comment est-ce qu'on peut différencier, parce qu'il y a une spécificité en Corse. Et d'ailleurs, elle le porte, la collectivité territoriale unique, c'est déjà une spécificité. Il est normal de tenir compte des spécificités, mais ça se fait dans le cadre de la République. Je parlais des colères. Donc on a vu celle d'une partie des nationalistes, on a vu celle d'une partie des Français. Et voici maintenant que Didier Migaud est en colère. En tout cas, c'est le rapport de la Cour des comptes qui estime que le gouvernement ne fait pas assez en termes de réduction des déficits. Il doute, lui, de votre trajectoire budgétaire en expliquant que c'est un pari. Sur ce point, le nouveau monde ressemble en de nombreux points à l'ancien monde. Alors, je ne sais pas si Didier Migaud est en colère contre nous, mais il devait être très très en colère contre nos prédécesseurs, si on se dit les choses, puisqu'il les a même taxés d'insincérité budgétaire. Qu'est-ce que je note? Ça fait 11 ans que la France n'a pas tenu la barre des 3% de déficit. Pour la première fois depuis 11 ans, nous y sommes. Ça fait 6 ans que la France n'avait pas connu un taux de croissance pareil. Qu'est-ce que nous dit la Cour des comptes? Et la Cour des comptes est parfaitement dans son rôle de nous dire, voilà, il y a des efforts encore à porter. La Commission européenne considère que la trajectoire financière de la France est sérieuse. Et donc, il y a des efforts à porter structurels, mais il y a aussi, et je veux le dire ici à la Cour des comptes, il y a les réformes structurelles et il y a la conjoncture. Et les deux éléments permettent de redresser les comptes publics, permettent de produire de la croissance économique, permettent de produire de la richesse et de la redistribuer. Et donc, je le dis très clairement, le programme du président de la République, ce n'était pas la purge, ça c'était le programme de François Fillon que défendait Laurent Wauquiez, je le rappelle, avec 500 000 fonctionnaires de moins et 2 points de TVA pour tout le monde. Nous, donc, vous assumez on n'est pas dans un exercice de purge, on est dans un exercice de sérieux budgétaire, on n'a pas multiplié les cadeaux, on est dans un exercice raisonné et raisonnable, et on est dans un exercice qui permet à la croissance d'être là. Didier Migaud craint en effet que vous soyez anesthésié. Anesthésié par la croissance. On ne peut pas et nous dire d'un côté qu'il y a des colères. Que vous passiez des réformes structurelles. On n'est pas anesthésié. Il y a des réformes structurelles qui ont été engagées. La réforme sur le logement qui est en discutée en ce moment même. Les ordonnances travail, la réforme du capital, ça, ce sont des réformes structurelles. Il y en a d'autres à venir. La formation, l'apprentissage, la question des retraites. Nous ne fuyons aucun débat. Et je crois que les Français le savent. Merci beaucoup, c'est à vous, Laurent. Merci Caroline, très belle journée à tous les deux.